motivation des disputes, c'est qu'il y a beaucoup de sujets qui sont dans l'actualité, qui sont parfois un petit peu avant l'actualité, et sur lesquels l'établissement a des choses à dire, qui concernent des débats de société, de sciences, de différentes activités, et évidemment toujours en lien pour nous d'une manière ou d'une autre avec l'ensemble de l'agriculture, alimentation, environnement, biodiversité, et qui sont des sujets qui concernent évidemment au plus près l'établissement, mais qui en même temps sujets sur lesquels on se sent une responsabilité aussi d'avoir des choses à dire. Et évidemment, il n'y a pas un seul point de vue sur ces sujets, il y en a plusieurs, d'idées, de disputes et de mettre en débat des points de vue qui ne sont pas forcément concurrents, qui peuvent éventuellement être polémiques, parce que les sujets sont entre eux polémiques, mais qui vont donner aussi un débat avec la salle, et puis au-delà de la soirée qu'on va passer là, qui vont générer beaucoup de débats. Il y a une grande actualité sur ces questions-là, puisque il n'y a pas très longtemps, mi-septembre, il y avait une journée sur les résultats du GIEC, sur le rapport qu'ils ont fait sur notamment les terres et l'occupation des terres. Depuis, il y a un rapport sur le climat, sur les océans. Il y a tout le rapport biodiversité qui est sorti, qui se remonte un peu plus loin sur ces questions. Il y a aussi tout ce que le High-Level Panel of Experts de la FAO sur l'alimentation a sorti il y a un an, sur toutes les questions associées à l'alimentation et connectées à toutes ces questions environnementales et à ce qu'on met dans la notion d'effondrement, qui est le thème qu'on a choisi. Comme on a choisi d'autres thèmes antérieurement, sur le lien humain-animaux, sur le lien toxique, pollution et autres, sur la diversité des thèmes qu'on veut traiter année après année. Voilà, donc ce thème de l'effondrement, il est sûrement très polémique. Il y a deux postures, et en discutant avec Jean-Luc, en fait, il y a deux manières de l'aborder. Il y a celle qui est de baisser les bras parce que voilà, c'est compliqué. Il y a celle de se dire que c'est aussi l'occasion de se poser des questions sur les solutions, sur les manières dont on peut aborder des réponses à une situation dont j'espère au moins aujourd'hui tout le monde est d'accord sur le diagnostic, mais ce sera peut-être un des éléments du débat aussi aujourd'hui ou dans les séances à venir, de savoir s'il y a cet accord sur le diagnostic. Voilà, on a choisi d'ouvrir un peu aussi à différents partenariats, donc j'en pourrai en dire un mot, et puis on a augmenté un petit peu le nombre de séances, puisque le thème le permet. On a fait des disputes sur 3 séances, là on doit être à 5, avec des questions aussi sur comment on peut l'amplifier. Donc voilà, merci d'être tous là présents. Merci aux intervenants qui acceptent d'être les premiers à discuter sur le thème. Et puis très bonne réunion et les suivantes qui seront en streaming comme celle-là. Donc visible même si vous n'êtes pas présents dans la salle. Et bonjour à tous ceux qui sont également en liste. Voilà. Merci Gilles. Alors en effet, les disputes cette année s'ouvrent à des nouveaux partenariats aussi. Tout d'abord, c'est avec l'École nationale supérieure de Paris-Saclay, avec qui nous partageons beaucoup sur les questions art, culture, sciences et société. Et je tiens à remercier Agathe Biolès ce soir et Marc Dondet qui sont là, d'avoir inspiré ce nouvel écosystème et d'avoir favorisé un rapprochement avec la Biennale des Arts Numériques Nemo, qui est hébergée par le 104. La plupart d'entre vous connaissent certainement ce grand centre artistique situé dans le 19e arrondissement. Alors le thème de la Biennale Nemo cette année, c'est jusqu'ici, tout va bien. Le thème des disputes est l'effondrement. Il nous est apparu assez évident que nous avions des choses à nous dire. Et je remercie donc Gilles Alvarez et toute son équipe d'accueillir les disputes cette année dans leur programmation. Et votre nombre ce soir nous fait penser que c'était peut-être pas une si mauvaise idée que ça. Merci donc à tous d'être venus. Alors l'effondrement du vivant est le thème qui nous réunit ce soir. Il sera suivi le 27 novembre à la Cité internationale des arts d'un débat sur l'effondrement des énergies. Ensuite un débat qui aura lieu le 18 décembre au 104. La Terre est-elle un camembert ? Bon, titre un peu provocateur, où l'on cherchera à comprendre si on peut se représenter le monde à coup de courbes, de présentations PowerPoint et de tableaux Excel.
Enfin, le 31 janvier 2020, nous aurons le plaisir de participer à l'inauguration du nouveau campus de l'ENS Saclay. Cette date marquera aussi l'ouverture de la scène de recherche avec une dispute intitulée « Effondrement, un récit plein d'avenir ». Bon, là encore, petit jeu de mots. Et aussi le plaisir d'inaugurer un bâtiment neuf avec le thème de l'effondrement. Les architectes ont eu très peur quand on leur a dit ça, mais voilà, je crois que jusqu'ici tout va bien, les fondations sont solides. Ensuite, il y aura un 5e débat, mais ce sera en Guyane, donc je ne vous inviterai pas à vous y rendre, c'est sur l'effondrement des ressources. Bon voilà, on aurait un bilan carbone assez pitoyable si jamais on faisait cet aller-retour. Voilà, et puis surtout, donc le 31 janvier, j'espère que par contre vous viendrez tous sur le campus de Saclay pour inaugurer ce grand campus de l'ENS Saclay. Alors nous commençons ce soir peut-être avec le plus difficile, le plus éprouvant, un débat sur l'effondrement du vivant, où nous parlerons bien entendu de la perte continue de la biodiversité, mais nous allons chercher aussi à sortir des simples et des seules logiques comptables pour tenter de remonter aux origines mêmes du problème, et ensuite d'ouvrir vers des solutions possibles. Projet sûrement ambitieux pour un débat de 2 heures, et je remercie tout de suite nos invités d'avoir accepté de venir ce soir relever le défi. Et comme c'est devenu maintenant une habitude, nous allons commencer par un regard artistique, à la fois connecté à notre thème, mais qui a aussi l'avantage de nous déplacer vers d'autres imaginaires. Donc Rocio Berenguer, vous êtes une auteure et chorégraphe dont les installations et les performances se situent à la croisée entre art et science. Vous mettez en scène des objets, des corps, des voix, des machines, des vidéos, des images de synthèse. Vous présentez actuellement à la Biennale des Arts Numériques Nemo la pièce G5 des espèces, que l'on peut aussi découvrir au 104 à Paris. Un G5 un peu particulier, puisqu'il est provoqué par la découverte que d'autres que les humains peuvent avoir accès au monde sensible et à l'intelligence. Ce premier G5 réunit donc le minéral, le végétal, l'animal, la machine et l'humain. Et si j'ai bien compris, ça se passe assez mal pour ce dernier. Alors le mieux, c'est peut-être qu'on découpe d'abord la vidéo de présentation, et puis après, vous viendrez peut-être nous raconter quels sont les débats qui animent ce G5. Pardon, Rocio, d'avoir allumé sur votre œuvre. Sceptique, fragile, linguistique, analytique, digital, stupide. Ah mais on peut laisser sur cette image, c'est pas Ouais, ça c'est un autre chose. Et ben, merci de m'avoir invité. Je vais faire très court l'exercice. Je vais essayer d'être plus présent sur le débat. Pour dire quelques mots de G5, interespèces. Et l'idée, c'était de produire une proposition bancale, mais au moins une proposition face à toutes ces images apocalyptiques et très, voilà, l'effondrement du vivant. Déjà, moi, je suis un peu révoltée avec le titre, ça m'énerve. Même, je ne suis pas dans les dénis d'une réalité dans laquelle on est confronté.
mais comment on peut créer d'autres imaginaires, d'autres rapports, d'autres visions du futur qui nous donnent une place plutôt active et créative et avec du désir. C'était important, le désir. Et voilà, donc c'est comme ça que le G5 est émergé. Donc vous l'avez très bien présenté. En gros, c'est ça, c'est l'idée qu'on est dans un futur pas très clair dans lequel la découverte de l'intelligence artificielle a entraîné la découverte ou la redécouverte de l'intelligence animale, qui entraîne la redécouverte ou la découverte de l'intelligence végétale, qui entraîne la découverte de l'intelligence minérale à la fin. Et ça arrive après. Et peut-être à la fin aussi, on découvre l'intelligence humaine. Et donc, après tous ces mouvements de découverte d'intelligence, on se rend compte qu'on est dans un monde qu'on n'est pas tout seul à être des formes intéressantes à vivre ici, et qu'on a plein de choses à partager, à échanger ou à prendre en considération. J'aime beaucoup Camille, j'ai oublié le nom, il est un philosophe qui parle de la considération, a écrit un bouquin qui s'appelle « Phonétique de la considération ». Et je trouve que c'est un bon mot. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être égal, on n'a pas besoin d'être supérieur, inférieur, d'arrêter de les manger tous, de ne pas manger, de manger rien, de manger que des cailloux, ou de je sais pas, se manger entre nous, tout ça, c'est beaucoup plus complexe. Mais au moins la considération. Il y a des existences, il y a des altérités qui sont intéressantes à considérer, parce que sinon l'altérité même entre nous, elle commence à s'effacer. Et là, je trouve que c'est dangereux. Merci beaucoup. Ben, vous pouvez vous asseoir aussi, il y a 5 chaises et 4 autres invités, Jeanne Lecomte, Florence Pinton, Martial Breton et Dominique Lestep qui vont nous rejoindre sur la table. Alors, on va commencer avec Jeanne Lecomte pour une sorte d'état des lieux, peut-être commencer par ça. Vous êtes écologue et une de nos grandes spécialistes de la biodiversité. Vous êtes depuis 2013 directrice de l'unité mixte de recherche écologie systématique et évolution, qui a pour tutelle le CNRS, AgroParisTech et l'Université Paris-Sud, qui deviendra donc en janvier Paris-Saclay. Vous êtes aussi de ceux ou de celles qui n'hésitent pas à défendre des positions fortes pour nous alerter contre une 6e extinction de masse du vivant, ce qui fait référence aux 5 précédentes extinctions qu'a connues notre planète et qui donne la mesure, l'ampleur de ces dommages causés par les activités humaines. Vous nous appelez à dépasser notre vision anthropocentrée de la biodiversité, c'est-à-dire une vision centrée sur le point de vue humain. C'est bien souvent une vision utilitariste qui ne pense à protéger la biodiversité que dans la mesure où elle est indispensable à la survie de l'espèce humaine. Vous pensez qu'il est urgent d'adopter une vision évocentrée où chaque espèce pourrait suivre sa propre évolution dans un écosystème partagé. Voilà, je vous laisse la parole. Merci pour cette présentation et merci aux organisateurs de m'avoir convié à cette première sur l'effondrement. Alors c'est vrai qu'on s'attend tout d'abord qu'un l'écologue que je suis, invité pour une discussion sur l'effondrement du vivant, ou plus précisément sur l'érosion de la biodiversité, j'y reviendrai, de faire une sorte de catalogue de chiffres les plus alarmants les uns que les autres sur l'état du vivant. Alors, les chiffres sont là, c'est vrai qu'ils sont alarmants et ils donnent le tournis. Les chiffres, en effet, ils témoignent de ce qu'on observe et qu'il y a une diminution prodigieuse et vertigineuse de l'abondance des populations, de nombreuses espèces sauvages, mais aussi d'espèces domestiquées, mais aussi d'une sorte d'homogénéisation du vivant, d'homogénéisation biotique induite par cette érosion. Alors, évidemment, dans ce premier temps, je ne vais pas éviter ce constat, je vais faire un certain nombre de constats, mais je pense qu'il faudra dépasser ces chiffres
qui sont très comptables, peut-être aussi pour avoir une autre vision, une vision peut-être plus empathique qui fait appel aux valeurs. Bon, alors ce constat, je pense qu'il faut quand même rappeler quelques chiffres, et notamment, comme l'a rappelé Gilles, il y a un rapport qui est sorti cet été, qui est le rapport de l'IPBES, International Platform for Biodiversity and Ecosystem Services. Je reviendrai sur ce point, sur ce terme. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une compilation de plus de 15 000 publications de scientifiques. Et c'est comme le GIEC, ça a pour vocation de faire un constat, une compilation que les décideurs sont, je dirais, censés s'emparer pour leurs décisions publiques. Alors, c'est 1500 publications, c'est 145 experts. Ce qui est intéressant aussi, c'est 50 pays sur 3 années. Donc, c'est quand même un travail... Alors, c'est un travail qui n'est pas le premier. Il y avait eu en 2005 un gros rapport qui avait été important, sur lequel je reviendrai aussi, qui est le Millennium Ecosystem Assessment. Certains, ça parle peut-être à certains. Donc là, nouvel état des lieux. Et alors, je ne vais pas vous faire la litanie des chiffres, mais je vais quand même en sortir certains qui sont importants. Donc, que dit ce rapport? C'est que sur les 8 millions d'espèces qui sont pressenties comme existant sur Terre, sachant qu'actuellement, en termes de connaissances scientifiques, on ne connaît que 1 700 000 de ces espèces, et qu'il y a encore pas mal de travail à faire sur le reste. Donc il y a 1 million sur ces 8 millions d'espèces qui sont menacées d'extinction. Et menacées d'extinction pour de nombreuses espèces et au cours des prochaines décennies. Alors, bien évidemment, et on le rappelle toujours, l'extinction, ça fait partie du vivant. C'est une dynamique, le vivant, mais ce qu'on constate, et ce que nous disent les experts et les chercheurs, c'est que ce taux d'extinction, il s'accélère et il est supérieur à la moyenne des 10 millions d'années précédentes, pas rien. Alors, plus de 40% des amphibiens, 30% des récifs coralliens, un tiers des mammifères terrestres, un quart de tous les mammifères marins compris sont menacés. Donc c'est pas mal. Alors, on parle d'espèces, mais je dirais que quand une espèce disparaît, c'est déjà trop tard et c'est fini. Mais il y a des signes avant-coureurs, notamment ce qu'on constate, c'est une diminution très importante de l'abondance des espèces. Avec depuis 1900 une abondance moyenne des espèces qui diminue de 20% en moyenne, et sur une période plus récente, 1970 à nos jours, pour ce qui concerne les vertébrés, dont beaucoup de populations ont été suivies pour cette étude, ça décroît de 60%. Alors en termes d'environnement dans lequel vivent ces espèces, 3/4 de l'environnement terrestre, 66% des milieux marins sont actuellement modifiés par les humains. Alors, on le dit, on le répète, mais je pense que c'est important à redire une fois encore. La cause première de ces baisses d'abondance de population, voire donc d'extinction d'espèces, sont liées à la transformation, la dégradation, la destruction, la fragmentation des habitats où vivent ces entités de biodiversité. Et ces habitats sont des habitats qui sont transformés pour les activités humaines. Et en grande partie, un tiers de la surface terrestre, 75% des ressources en eau sont dévolues à l'agriculture et à l'élevage. Voilà, il faut le dire dans cette belle maison. Alors, comme autre cause aussi, la surexploitation, le changement climatique, et là c'est nouveau dans ce rapport, il apparaît en troisième lieu, la pollution des espèces envahissantes. Voilà. Alors, ça c'est des chiffres, et autre image qui peut aussi vous faire vous représenter ce changement, parce que je parle de disparition, mais il y a aussi ce phénomène d'homogénéisation biotique à l'échelle de la biosphère. Quand on s'intéresse aux vertébrés terrestres, il y a une étude qui a été faite, non pas à l'échelle des espèces, mais en quantifiant les carbones
le carbone que représente ce vivant. Pour votre information, le vivant représente 545 gigatonnes de carbone. Voilà, c'était une petite information. Et bien, sur tout ça, et sur la partie qui est représentée par les vertébrés terrestres, 60% ce sont des animaux d'élevage. 4% ce sont des mammifères sauvages, 1% des oiseaux sauvages et 35% des humains. Voilà, c'est un chiffre qui peut faire aussi réagir. Alors, par rapport au thème de ce jour, je parle d'érosion de la biodiversité, le lien avec l'effondrement du vivant. Est-ce que tous ces chiffres nous renseignent sur un effondrement à venir? Alors, je vais vous enlever tout suspense. Le vivant a bien une date de péremption. Hein. Je dirais au plus tard la durée de la vie de la planète physique sur laquelle toute la biosphère repose. Mais alors la difficulté par rapport à essayer de dire quand l'effondrement aura lieu, c'est parce qu'on a affaire pour le vivant à un système complexe. Le vivant, c'est en interaction avec l'environnement. Il suit des dynamiques qui sont souvent pas linéaires. Et donc, prévoir un effondrement, même dans un état très catastrophique comme il l'est, c'est difficile. Par contre, ce qu'on sait assez rapidement, c'est que comme depuis, je dirais, 30 années, on sait qu'il faut quand même un certain niveau de biodiversité pour permettre un fonctionnement des écosystèmes tel qu'on le connaît actuellement, ou en tout cas qui soit assez résilient aux perturbations extérieures. Maintenant, si la biodiversité diminue, ce que disent les recherches, c'est que, combiné notamment au changement climatique, les conséquences seront importantes sur les ressources sur lesquelles nous nous appuyons, nous dépendons. Et donc j'ai envie de dire peut-être que l'effondrement des humains aura peut-être lieu avant. Et là, si je dis ça, je dis humain, j'aimerais qu'on parle de biodiversité, qu'on parle d'humain et non-humain. Et quand on parle de non-humain, on a l'impression que tout est en bloc. Alors que quand on parle de non-humain, et qu'on le considère comme ça, on le voit, et notamment c'était le cas, je dirais, j'insiste peut-être là-dessus, mais dans des rapports, et notamment du Millennium Ecosystem Assessment, un moyen qui avait été trouvé pour sensibiliser les décideurs sur la préservation de la biodiversité, c'était justement de mettre en avant cette notion de service écosystémique. Et donc là, une valeur très instrumentale de la biodiversité. Et donc l'idée très simple, c'était la biodiversité, les humains tirent de la biodiversité un certain nombre de services, approvisionnement, régulation, services aussi culturels. Et donc l'idée très simple, qui paraît très simple, c'est que si la biodiversité procure des services qui apportent ressources mais aussi bien-être aux humains, les humains, en retour, doivent préserver la biodiversité. Alors, je dirais, force est de constater que les chiffres que je vous ai donnés ne vont pas dans le sens de cette conception. Ils ne permettent pas d'infléchir cette érosion de la biodiversité. Et donc, en tant qu'enseignant-chercheur, et depuis, je dirais, près de 15-20 ans à enseigner la biodiversité, mais évidemment cette érosion aux étudiants, on est confronté à cette incapacité de nos sociétés à répondre à cet enjeu. Et ce qui m'a conduit, moi et un collègue, François Sarrazin, qui est professeur à Sorbonne Université, à essayer de réfléchir en tant qu'écologue, donc biologiste, à cette inertie de nos sociétés à répondre à cet enjeu qui nous paraît primordial, c'est en fait notre objet d'étude, la biodiversité. Quelles sont les racines de cette inertie? Quelle transition serait possible pour changer ces rapports que nous humains, avec ces non-humains? Alors, en gros, pour résumer l'idée, c'est que pour
essayer, et là on part peut-être sur des solutions qui peuvent paraître utopiques, mais derrière l'utopie, parfois on réfléchit et on se dit qu'est-ce qu'il faudrait faire pour sortir de ce marasme. En gros, le constat, il est qu'il faudrait essayer de dépasser cet anthropocène qui nous paraît inéluctable. Parce que quand on s'intéresse aux questions qui relèvent des relations humaines en humain, elles sont souvent basées sur une vision, on l'a vu avec des arguments très utilitaires, anthropocentrés, et aussi qui manquent d'une approche évolutive. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les perspectives qui sont offertes sont souvent liées sur des débats à court terme, mais de par l'histoire, nous sommes fortement connectés avec nous humains, avec les non-humains. On fait partie de la même, je dirais, du même buisson qui est ancré dans l'arbre du vivant. Et on a d'une certaine manière une certaine dynamique avec la différence qui, pour certaines espèces, est aussi perceptible, mais encore plus amplifiée dans la nôtre, c'est qu'on a développé des capacités cognitives, une conscience individuelle, alors ça peut être vrai aussi dans d'autres espèces, bien sûr. On a développé des liens sociaux, qui nous ont permis d'avoir une certaine résilience vis-à-vis des fluctuations de l'environnement. Ce qui nous a donné une certaine sécurité et donc nous a permis de rechercher un bien-être au-delà, je dirais, du gain en termes de ce que ce bien-être peut apporter en termes de survie et de reproduction, ce qui est le fait de toute espèce vivante autour de nous. Alors cette recherche et cette quête incessante du toujours plus, notre impact souvent sélectif sur le vivant a fait qu'on a impacté les trajectoires évolutives du vivant. Et je dirais, dans cette maison aussi, on peut dire que la domestication, c'en est un très bon exemple. De par nos activités, on transforme le vivant. Alors, vous voyez que là, j'ai fait appel à des valeurs instrumentales. La question des valeurs, la question d'une certaine considération, fait appel à d'autres valeurs qui sont des valeurs de type relationnel. Et c'est souvent ce genre de valeurs relationnelles qu'on peut trouver dans certaines sociétés qui sont plus ancrées avec le vivant. Alors l'approche que nous avons développée, là je vais essayer de restreindre là-dessus parce que voilà, je vais continuer trop longtemps après, et je voudrais juste insister parce que vous avez amorcé cette approche et puis j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir. C'est une approche qui envisage des humains qui respecteraient le devenir des non-humains au-delà de leur intérêt immédiat au futur, et donc dans une tentative de dépassement de l'anthropocène. Alors, l'idée, c'est pas de refuser des interactions avec les non-humains, mais de refuser cette sorte de pilotage global des non-humains pour ces besoins qui sont purement anthropocentrés. En gros, c'est donner ce que d'aucuns disent, et qui n'est pas nouveau, mais avec une autre perspective, donner une certaine valeur intrinsèque au reste du vivant. Laisser de la place aux trajectoires évolutives du vivant, et du vivant dans son fonctionnement, dans sa plénitude. Voilà. Alors, on doit revenir sur, si ça intéresse certains dans le débat, sur comment on peut essayer de mettre ça en place. Merci beaucoup, Jeanne Lecomte, pour cet état des lieux. Oui, vous aviez un peu plus de temps que nos autres invités, parce que voilà, on avait convenu qu'en effet, l'état des lieux le méritait. Mais pour tous les autres, évidemment, il est question de 5 minutes. Et je suis certain qu'ils auront plaisir à s'y astreindre. Merci. Martial Breton, vous étiez encore l'année dernière un de nos étudiants. Vous êtes une des figures de ce nouveau militantisme qui prend aujourd'hui une dimension mondiale et qui est apparu dans le sillage de Greta Thunberg. Vous avez été coordinateur du mouvement Youth for Climate en France et continuez à militer activement pour les questions climatiques. On comprend assez facilement que votre génération se sent tout particulièrement concernée par les projections 2030, 2050 et autres, puisqu'elles concernent directement votre avenir comme adulte.
On ne s'étonnera donc pas que votre génération mette autant en avant le mot urgence, et chaque nouvelle projection du GIEC vous donne toujours un peu plus raison. Mais c'est aussi pour cette génération, et en tout cas pour les mouvements que vous représentez, l'occasion d'en appeler à un monde plus juste, plus solidaire et plus sain. Merci beaucoup de m'inviter et de me permettre de parler aussi avec ce panel. Évidemment, je ne vais pas apporter beaucoup plus que le constat qui a été déjà fait. L'ayant vu comme professeur, en tout cas, forcément, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Moi, par exemple, pour approfondir, il y a un exemple. On parle souvent de la capacité évolutive, dans la capacité de s'adapter, et de dire, ça c'est un peu les phénomènes psychologiques, souvent l'humain fait l'autruche face aux problèmes, et il dit l'humain va s'adapter, le vivant va s'adapter à tous les problèmes qui vont arriver. C'est tout un problème de temporalité, et le problème de l'effondrement du vivant, c'est bien la rapidité, la vitesse à laquelle les espèces, les populations, les écosystèmes disparaissent, s'effondrent, l'extinction de tout ça. Et en fait, on a déjà sur Terre des milieux extrêmes dont les conditions sont très difficiles. Et on pourrait imaginer que si le vivant avait pu s'adapter à toutes les conditions sur Terre, on retrouve évidemment des bactéries extrémophiles, donc il y a du vivant presque partout sur Terre. En revanche, on ne retrouve pas d'éléphants autour de sources sulfurées, on ne retrouve pas de biodiversité marine autour de certaines, en tout cas une biodiversité plus faible et plus réduite autour de certaines sources très toxiques. Par exemple, les coquillages, aujourd'hui, sur les questions, le lien avec le climat, le CO2 qu'on émet massivement, dans l'atmosphère, il est massivement pompé par les océans. Et la conséquence directe, c'est l'acidification des océans. Et aujourd'hui, il y a certaines sources qui existent naturellement dans les océans, autour desquelles le pH est beaucoup plus acide, et qui démontrent que la biodiversité n'est pas du tout la même, elle est beaucoup plus réduite, parce que notamment toutes les espèces de coquillages, toutes les espèces qui vont faire de la calcification ne peuvent pas s'adapter, en tout cas ne peuvent pas vivre dans des eaux dont le pH est très bas. Donc ça nous montre qu'avec la rapidité, là, en plus de l'effondrement, non, le vivant ne pourra pas survivre à toutes les modifications qu'on va lui imposer. Aujourd'hui, en tout cas sur les vitesses d'extinction, on pourrait presque comparer l'humain avec l'impact d'un astéroïde, que c'était la dernière extinction, et qui a quand même, je trouve que psychologiquement, ça a quand même une comparaison assez forte d'imaginer qu'on a la puissance de la météorite qui a effacé de la surface de la Terre les dinosaures. Du coup, évidemment, ça pose, surtout pour les jeunes générations, la question du futur, de quel monde dans lequel on va vivre, quelle société humaine et quel monde biologique. Comme on sait très bien à quel point on est dépendant du vivant non humain et de toute la biodiversité, dans les grands médias, j'ai vu quelques articles qui passaient sur le fait que l'abeille a été déclarée l'espèce la plus importante du vivant. C'est évidemment une vision très anthropocentrée, parce que pour nous c'est la plus importante, et par son action de pollinisation, c'est sûr que le service qu'elle donne est essentiel pour les questions d'alimentation, l'agriculture, et le rapport qu'on a au vivant doit être, à mon avis en tout cas, réinventé. Je pense que c'est ce que portent beaucoup les jeunes générations aujourd'hui. Quel rapport on a entre l'humain et le non-humain, entre la culture et la nature? Qu'est-ce qui est aujourd'hui nature encore, alors qu'on a modifié, même par la modification des gaz dans l'atmosphère, des proportions de gaz dans l'atmosphère, on a modifié l'ensemble de notre système Terre, minéral. Minéral, quand on parle d'anthropocène, c'est bien la modification des aires géologiques de notre planète. On a modifié toute l'hydrosphère, les glaciers, les banquises, les océans, l'acidification des océans. On a modifié la biosphère par évidemment les conséquences, la pression qu'on met sur le vivant. Donc en fait, c'est pas un choix que de se dire on va en profiter pour réinventer notre société, pour réinventer notre rapport à l'autre, notre rapport au vivant. Ça va être une nécessité, ça va être une obligation.
l'effondrement du vivant, on oublie parfois que nous sommes vivants et qu'en fait on pourrait presque être inclus dans ça, dans l'effondrement du vivant. On sait que dans les perspectives, en tout cas climatiques, sur des sociétés à plus 3, 4, 5 degrés, on ne sera plus 7 milliards. 500, 100, 200, 300, 500 millions de migrants, en tout cas de déplacés climatiques d'ici 2050. Quelles vont être les conséquences de tous ces déplacements? L'humain aussi va être évidemment directement impacté entre les dérèglements climatiques, l'effondrement de la biodiversité, tout cet enchevêtrement cercle pour l'instant, on va dire, vicieux et de boucles, toutes les boucles de rétroaction qui vont s'enchaîner et continuer, en tout cas pour l'instant, dans la mauvaise direction. Et qui, évidemment, on pourrait bien sûr dire que le vivant dans sa totalité ne va pas disparaître de la surface de la Terre. Il y aura toujours des bactéries pour survivre sur Terre, ça on n'a pas de souci à se poser. Et pour une fois, presque soyons, peut-être que je pense que les scientifiques, en tout cas dans le rapport de comment sensibiliser, se posent la question, est-ce qu'on doit toucher sur l'égoïsme de l'humain, notamment par exemple sur les rapports sur les services écosystémiques. Finalement, même ça ne marche pas, mais l'humain va être directement impacté, de dire qu'on va avoir des productions agricoles drastiquement plus faibles. Même ça, on voit qu'on a encore du mal à évoluer. Et je finirai sur le qu'est-ce qu'on peut faire. Enfin, je ne veux pas forcément, pas du tout même toutes les solutions, loin de là. Je pense qu'aujourd'hui, on est à une étape en tout cas, si la jeunesse se mobilise quand même massivement, notamment sur les questions climatiques, mais je pense qu'on a tout intérêt à se poser largement les questions du lien avec la biodiversité. D'ailleurs, Extinction Rebellion, qu'on a vu agir toute cette semaine, c'est lancé sur la question de la 6e extinction de la biodiversité. Donc on voit qu'il y a aussi des mouvements très forts qui émergent sur ces questions-là et qui font le lien. On a une prise de conscience collective à prendre sur la nécessité de transformer radicalement notre société dans le sens de s'attaquer à la racine du problème, poser la question du système économique, poser la question de notre rapport au vivant, c'est par exemple de l'artificialisation. Comment on vit, comment on habite sur Terre, comment on se nourrit, comment on se vêtit, et de la nécessité de faire ce changement de façon collective, car c'est très facile pour nous de parler ici, en France. On aura très probablement des chances d'aller sur des terres qui seront moins impactées, qui seront de survivre. Moi, j'ai pas personnellement, pour moi, peur de ma survie aujourd'hui. En revanche, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que notre société a comme impact aussi sur le reste des autres populations humaines sur Terre et sur le non-humain. Et je pense qu'on a une forme de responsabilité très forte à prendre collectivement vis-à-vis de tout ça. Merci beaucoup. Alors Dominique Lestel, vous nous faites l'honneur de venir un peu en voisin, puisque vous êtes professeur de philosophie à l'École normale supérieure de la route d'Ulm. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages qui sont pionniers dans les questions qui nous intéressent aujourd'hui. Et je citerai que dès 2001, vous publiez Des origines animales de la culture, que je recommande à tout le monde ici ce soir. Vous prenez donc une critique radicale de l'humanisme européen. Vous pensez que l'effondrement de la biodiversité n'est pas le résultat malheureux, une sorte d'effet collatéral des tendances techniciennes de l'Occident, mais au contraire, la conséquence de ce qu'est la culture occidentale depuis ses origines. Vous avancez que ce qui est menacé, c'est surtout la capacité de vivre ensemble, la capacité d'échanger des signes avec le reste du vivant. Oui, merci. En général, quand je suis invité à un débat comme ça, je ne suis jamais réinvité, donc là je ne sais pas trop après ce qui va se passer. Effectivement, la question de l'effondrement du vivant est une question qui m'intéresse depuis longtemps. Je suis un peu un maniaque obsessionnel quelquefois.
Mais comme je ne comprends pas bien les choses, il me faut du temps. Et là, par exemple, je n'ai pas bien compris un certain nombre de discours. Vous avez parlé de décideurs ou de prédateurs, je n'ai pas bien entendu. Et en particulier, je pense que l'une des questions fondamentales, c'est la question politique, qui a été peu abordée jusqu'à présent. La question n'est certainement pas de savoir comment convaincre les décideurs, parce qu'en fait on s'en fout. La question fondamentale, c'est de savoir comment se passer des décideurs. Et je pense que ça, c'est une question qui est infiniment plus intéressante. J'en profite, si vous me permettez, pour faire de la publicité pour mon cours sur la pensée anarchiste contemporaine. Donc effectivement, je pense qu'il y a la culture occidentale, aussi problématique que puisse être un tel concept, ça a quand même une certaine consistance et fondamentalement hostile aux autres humains. Je préfère autres humains que non-humains. En particulier, et pas seulement les animaux ou les végétaux, et je pense que les autres humains, c'est aussi les esprits, c'est aussi les démons, c'est aussi plein de choses que justement la culture occidentale a refusé de voir et dont elle a refusé de tenir compte. Et on peut se poser, me semble-t-il, la question de savoir quel est le lien entre ce refus des autres humains biologiques et l'effondrement de la biodiversité et du vivant biologique. Par ailleurs, donc là je donne quelques idées en vrac de façon à pouvoir féconder quelques bombinettes pour le débat qui va suivre. Ouais. Vous appelez ça des bombinettes, non? Donc la question du non-humain, pour moi, ce n'est pas uniquement la question de l'animal ou du végétal, c'est aussi les esprits, et plus largement et de façon plus abstraite, des intelligences non corporelles, quoi que ça veuille dire. Et je pense que l'un des problèmes de la culture occidentale, en particulier, c'est son ethnocentrisme. Et ce qu'on voit en général quand on entend parler de cet effondrement de la biodiversité, ce sont des considérations qui sont très ethnocentriques autour de l'Occident. Donc, je pense que la culture occidentale a une importance fondamentale dans l'effondrement de la biodiversité, de par sa culture, de par son obsession pour le progrès matériel et la façon d'avoir des choses, et la comptabilité des espèces en voie de disparition. Nous sommes très capitalistes de ce point de vue et très représentative du problème. Et l'une des difficultés que je rencontre constamment vis-à-vis de cette question de la biodiversité, c'est des gens qui m'expliquent qu'on va résoudre le problème en utilisant les mêmes outils que ceux qui ont conduit au problème. Là, je ne comprends pas très bien les choses. Deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, j'ai jamais su bien compter, c'est pour ça que je me suis aussi les pieds dans le nombre d'espèces qui disparaissent. Je ne suis pas sûr que remplacer l'anthropocentrisme par un biocentrisme soit beaucoup mieux. J'ai parlé des esprits. On peut parler aussi d'autres planètes. L'un des résultats scientifiques les plus intéressants de ces dernières années, c'est la découverte des exoplanètes. On évalue quand même à 100 milliards, si j'ai bonne mémoire, le nombre d'exoplanètes dans notre seule galaxie, et à 9 milliards, le nombre de planètes susceptibles d'avoir des conditions géophysiques similaires à celles de la Terre, c'est-à-dire sur lesquelles du vivant peut se développer. Donc effondrement du vivant, oui, de façon peut-être très locale. Je dis peut-être qu'il n'y a rien ailleurs, mais ça semble de moins en moins probable. Par ailleurs, effondrement du vivant, je dirais non, là, non. On a plutôt ce qu'on peut voir d'une certaine façon, c'est plutôt une situation de grand remplacement. Non, le terme n'est pas bon. Une situation dans laquelle on va avoir un autre vivant que le vivant biologique qui va se substituer au vivant biologique, et je pense en particulier à l'intelligence artificielle, je pense à toute cette artificialité non biologique qui est en train d'émerger et de se placer, somme toute, dans une perspective évolutionniste tout à fait classique, en opposition, voire en compétition avec le vivant biologique, et peut-être en train de rapporter, de ramasser la mise. Je donne qu'un seul exemple. Il y a quelques années, une anthropologue américaine, Sherry Turkle,
qui s'est beaucoup intéressé, qui a travaillé au MIT sur le rapport des jeunes à la culture numérique et aux ordinateurs et aux robots. Et elle visitait le zoo d'Orlando après avoir été à Disney World avec sa fille de 14 ans. Et là, au zoo, il y a sa fille qui lui dit en montrant les tortues du Galapagos, « Ah maman, tu trouves pas que ces tortues, elles sont moins vraies que celles qu'on a vues à Disneyland, donc les tortues artificielles ?» Et là, la mère a tout à coup réalisé que sa fille était en train de lui expliquer que les animaux vivants biologiques, en fait, étaient moins parfaits que des animaux artificiels. Et ces animaux artificiels qui émergent de plus en plus, qui sont en train même de faire un tabac, rappelez-vous les Tamagotchi. Alors, beaucoup d'entre vous, vous êtes trop jeunes pour savoir ce que sont les Tamagotchi, mais vous demandez à vos grands-parents. Non, vos parents, ça peut suffire. Ce que sont les Tamagotchi, des petites créatures totalement primitive, hein. Il y avait un petit écran numérique foutraque, il y avait 3 boutons et puis il fallait s'occuper de la créature, il fallait la nourrir, en prendre soin, il fallait le care, etc. Et si la créature était maltraitée, elle mourrait. Oui, j'ai bien dit, elle mourrait. La machine n'était pas cassée, elle mourrait, ce qui occupait. Et ça a eu un succès énorme. Le Aibo, le chien artificiel de Sony, a beaucoup de succès. Il y a plein de créatures comme ça qui sont en train de prendre la relève. Donc je dis, c'est peut-être une bonne nouvelle. En fait, on est en train d'être débarrassé de toutes ces espèces qui puent, qui sentent mauvais, qui font pipi partout, qui sont en train de bouffer du carbone, etc., de l'oxygène, des ressources, d'utiliser des ressources. Sauf qu'elles utilisent aussi, ces créatures artificielles, des ressources, puisqu'elles utilisent des serveurs, elles utilisent de l'énergie, et on est vraiment dans une situation de conflit évolutionniste, et je pense qu'il faut voir les choses comme ça. Donc pour résumer, et pour ne pas prendre trop de temps, je dirais qu'il y a 3 questions sur lesquelles je veux attirer l'attention. Le premier, c'est la question sémiotique et l'ethnocentrisme, c'est-à-dire le fait que une espèce qui disparaît, ce n'est pas uniquement une créature biologique fonctionnelle, une espèce de robot biologique, c'est aussi une créature sémiotique. Chaque chien est un chien pour un autre chien, disait le biosémioticien danois Jesper Hofmeyer, qui est mort d'ailleurs très récemment. Les espèces animales et végétales sont des signes pour les autres. Ça, c'est fondamental, c'est une question qui avait été mise en évidence par Félix Kuhl. Autrement dit, il faut avoir aussi une approche biosémiotique dans ce qui est en jeu avec cet effondrement de la biodiversité. Deuxième chose, c'est que la question politique est absolument essentielle, c'est-à-dire que vouloir régler le problème biosémiotique uniquement en vous lavant les dents sur un pied, à mon avis, c'est mort. Il faut changer de régime politique, il faut changer de façon de faire de la politique. Et puis troisièmement, il faut penser aussi l'effondrement de la biodiversité dans une perspective évolutionniste, en se disant qu'il y a des créatures autres, en particulier des créatures artificielles et numériques, qui sont en train d'entrer en compétition évolutionniste avec les créatures biologiques, et qu'on ne sait pas encore qui va gagner. Quant à l'humain, là, vous me réinviterez. Oui, non, mais alors là, aucun souci. On a pris date déjà. Florence Pinton, vous êtes docteur en sociologie du développement de l'EHESS, après avoir soutenu une thèse portant sur la Colombie. Professeur à AgroParisTech depuis septembre 2008, vous animez l'UFR de sociologie et enseignez entre autres la sociologie et l'anthropologie de l'environnement. Vous êtes membre du comité de rédaction de la revue Sciences, Nature et Société et êtes très impliqué dans les recherches interdisciplinaires et participatives. Vous avez mené de nombreuses recherches en Amérique latine et tout particulièrement dans le bassin amazonien, et par exemple au Brésil, où vous avez embarqué plusieurs de nos étudiants d'AgroParisTech passionnés d'écologie et d'anthropologie. Vous avez donc côtoyé et étudié des sociétés qui entretiennent un rapport au vivant et à l'environnement très différent de celui des sociétés occidentales. Merci pour cette présentation et pour l'invitation aussi, et puis merci pour toutes les autres interventions qui vont lieu. Donc moi je vais dire quelques mots très rapidement sur je dirais ce que peuvent nous apporter effectivement ces sociétés du Sud, d'un point de vue de ce que vous appelez, de ce que nous appelons aujourd'hui l'effondrement.
Alors, il est vrai que je suis rentrée dans cette, on va dire, je me suis intéressée depuis longtemps à cette thématique en travaillant sur la question des rapports nature-culture. C'est quelque chose que j'essaye de faire passer dans mes cours. Et ceci d'un point de vue d'une grille un petit peu développementaliste ou environnementaliste, hein, c'est-à-dire de comprendre comment est perçu, pensé et impacté ce rapport nature-culture dans la pensée développementaliste. Voilà. Alors j'ai été fascinée depuis très rapidement, assez jeune, par la capacité de destruction de la civilisation dite occidentale, en tout cas moderne, vis-à-vis de cette nature, dans les pays qu'on appelait à l'époque du tiers-monde. Hein, donc les pays colonisés, ce sont mes premiers voyages effectivement en Amazonie qui m'ont sensibilisée à cette question. Et dans les années 80, parce que c'était dans ces années-là déjà, on commençait à parler, ça fait longtemps, donc d'écocide, pour désigner la destruction des milieux ou la dégradation infligée à un écosystème au nom du développement, que ce soit des projets d'exploitation minière, que ce soit des projets de barrage, d'aménagement, la déforestation, etc. Donc, dans ces cas de figure, il est vrai que les populations, cultures et peuples étaient fortement atteints par les dommages infligés à leur milieu de vie. Et c'est des situations que j'ai pu observer assez rapidement. Et on m'a demandé de répondre à cette question qui est qu'est-ce que finalement peuvent nous apprendre ces autres peuples, civilisations et communautés. Je commencerai par dire simplement quelque chose que tout le monde sait à peu près maintenant, c'est qu'il existe de multiples façons de concevoir sa place au milieu des vivants, on va dire, ce que, je le cite assez souvent, Descola avait théorisé en considérant 4 chaînes d'identification qu'il avait aussi nommées des ontologies, et qui reprennent les catégories de nature-culture et qui essayent et qui tentent de décrire les rapports de continuité, de discontinuité entre les catégories de nature et de culture. L'originalité de son travail ça a été un déclenchement fort, je pense, ça a été de considérer dans son analyse l'Occident et de considérer que l'Occident aurait inventé ce qu'il a appelé comme ontologie le naturalisme. Le naturalisme qui permet aux hommes de s'affranchir de la nature. Alors évidemment, pour d'autres auteurs, d'autres anthropologues comme Ingold, je ne sais pas votre connaissance sur ces noms-là, Viveros de Castro, etc., le naturalisme, c'est une pensée qui est considérée comme une pensée dualiste, c'est-à-dire qu'elle sépare corps et esprit, qu'elle sépare émotion et raison, qu'elle sépare sauvage et civilisé, qu'elle sépare tradition et modernité, et qu'elle nous incite finalement à nous empêcher de nous concevoir comme faisant partie du vivant, faisant partie du monde même, et elle nous pose dans une posture d'extériorité instrumentale, nous incitant finalement plutôt quelque part, je dirais, à avoir un rapport plutôt de destruction ou de protection, enfin d'osciller entre deux pôles, sans pour autant s'investir ou faire partie de ce que l'on observe. Voilà. Alors dans les populations amérindiennes, moi je parlerai surtout de ça parce que c'est celle que je connais le mieux, mais je m'arrêterai au bout de 3 minutes, hein. Ça sera ensuite pour la discussion. C'est vrai que les représentations du monde, ce qu'on appelle les cosmologies, pour aller vite, elles ont en commun d'attribuer le savoir à la fois aux êtres vivants, aux hommes, effectivement, mais aussi à tout ce qui n'est pas humain, c'est-à-dire les esprits, les âmes, les animaux, les plantes, etc., etc. Donc on a des rapports de continuité qui sont importants dans ces cultures-là. À partir une fois que j'ai dit cela, je voudrais souligner 2 points pour ne pas rester quand même dans une forme de naïveté vis-à-vis du bon sauvage. La première chose, c'est effectivement de se poser la question, est-ce que ces sociétés sont par essence préservationnistes, c'est-à-dire qu'elles sont soucieuses de préserver les milieux qui assurent leur subsistance. Alors je parle évidemment de sociétés, les sociétés auxquelles je fais référence sont des sociétés qui ont cette particularité qui nous différencie aussi beaucoup de nous-mêmes et qui sont de vivre dans une relative proximité avec le vivant, avec le milieu de vie, enfin avec le vivant, ce qui n'est pas, ce qui est à l'opposé de l'occidentalisation du monde qui a tendance à éloigner de plus en plus
hein, les hommes du contact des plantes, des animaux et du vivant. Donc, ces animaux, ces sociétés qui vivent en contact direct avec le vivant, puisqu'ils garantissent leur subsistance, sont-elles préservationnistes? Alors, évidemment, il y a eu énormément de travaux, historiens, anthropologues, écologues, etc., qui ont montré tout ce que les cosmologies de ces sociétés pouvaient être explicitement tournées vers le fonctionnement de ces écosystèmes, mais que dans beaucoup de cas, certaines cosmologies n'y faisaient pas référence. Elles étaient beaucoup plus, on va dire, dans quelque chose de plus symbolique. Cependant, les effets concrets sur la nature pouvaient paraître similaires en termes, on va dire, de préservation de la nature. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les exemples qui sont cités dans différentes, je dirais, aires culturelles vont confirmer le fait qu'en général, il n'existe pas systématiquement d'appréhension directe du milieu, mais que, je dirais, à côté de cela, on est d'accord pour constater que dans la plupart du cas, les rapports de participation et les rapports d'alliance qui se jouent sur le terrain, qui n'ont pas pour but direct de préserver la nature, ont pour conséquence de jouer comme des écologies. Effectivement, on peut constater que là où ces sociétés, où ces communautés existent et vivent pleinement leur culture, la nature se porte bien. Or, la difficulté, c'est que les savoirs qui sont portés par ces communautés et cultures ont tendance, on qualifie de traditionnels, ces savoirs dits traditionnels, ont tendance à être en pleine régression et voire à s'étioler complètement. J'ai travaillé depuis 30 ans sur pas mal de plantes et je me suis intéressée aux relations que les sociétés, aux communautés, etc., que j'ai pu observer, beaucoup en Amazonie, construisaient avec ces plantes. Et j'ai abordé ces questions-là avec d'autres collègues en me posant la question de la diversité des plantes, de la biodiversité qui était présente dans ces populations et du type de relation que ces populations entretiennent avec la biodiversité. J'ai travaillé sur le manioc, j'ai travaillé sur le guarana, j'ai travaillé sur un certain nombre de plantes et tous les travaux montrent clairement, ça c'est vraiment un fait, que la régression des savoirs qu'on peut observer accompagne la régression de la bio ou de l'agrobiodiversité et qu'ils sont en fait étroitement liés à la régression des formes de régulation sociale qui sont liées à l'usage et à la gestion des ressources naturelles. Ce que je veux dire par là, c'est que quand les cadres socio-culturels de la traditionnelle, ici du maintien de la diversité variétale, en l'occurrence, là c'est le manioc, s'effondrent, elles perdent de leur pertinence auprès des jeunes et les savoirs ont tendance à se fragmenter et à s'individualiser avec toutes les conséquences que l'on peut savoir. J'entends par là que, ce que je veux dire dans cette idée qu'il faut faire attention à ne pas essentialiser toutes ces populations, comme on a eu souvent tendance à le faire, comme on a eu tendance à le faire avec la paysannerie d'ailleurs, à qui on attribuait des qualités en quelque sorte indéfectibles, qui étaient inscrites pour toujours dans leur comportement, ce qui n'est absolument, je pense, je conteste cette posture-là. En voyant, si vous avez écouté un petit peu le synode dédié à l'Amazonie, qui a été mis en place par le pape à partir le 6 octobre, le pape a certes dénoncé ce qu'il a appelé les nouveaux colonialismes à l'origine de la dégradation et de la destruction, en l'occurrence ici de la forêt amazonienne, mais il a eu aussi tendance à naturaliser les Indiens en disant que le peuple amérindien était en mesure de maintenir et de protéger ces milieux. Or, nous vivons dans un monde globalisé, et là je rejoins mon voisin, où le rapport des sociétés à leur milieu de vie est fortement lié, effectivement, aux politiques et aux discours environnementaux qui les accompagnent. Voilà. Je crois que j'ai déjà épuisé mon temps, donc la deuxième idée, je la garderai pour le débat. Merci beaucoup. Jeanne Lecomte, je crois que vous avez une question à poser à Florence Linton. Oui, j'ai une question, tu as presque répondu, mais effectivement, et ça a été dit tout à l'heure, il y a vraiment la vision occidentale, avec l'idéalisme, ce naturalisme dont tu parles, et ce que tu décris, c'est une sorte d'animisme vis-à-vis de... Donc, souvent c'est posé la question, et tu parlais d'essentialisme, la question de savoir si ces sociétés et leurs relations au vivant n'avaient pas les clés par rapport à cette vision occidentale qui conduit à la destruction du vivant.
est-ce que ce que tu viens de nous dire, parce que j'ai cru y trouver une certaine réponse, laisse à penser que cette solution qui a été trouvée, qui est liée à un contexte souvent un peu difficile de ces populations vis-à-vis de leur milieu, est quelque chose qui peut disparaître quand il y a une ouverture, une certaine occidentalisation, une certaine diversité qui disparaît. Donc, en gros, la situation et cette vision animiste ne serait que le résultat d'un certain nombre de solutions qui auraient été trouvées dans un environnement contraint. La question, elle est est-ce que ces solutions, ces relations vivantes, tu parlais de l'ontologie d'Escola qui décrit la vision occidentale, et effectivement, vous avez très légitimement dit qu'il y avait un problème vis-à-vis de la vision occidentale et ce dualisme qu'on doit à Descartes, etc. Et on met on oppose on oppose. Alors peut-être que la question se pose aussi à Dominique Lestel. Oui. Peut-être, oui. Et donc, certains avancent, et je pense que c'était aussi l'objet de cette discussion, de rechercher dans d'autres sociétés des solutions. Alors ces solutions, elles sont par rapport... alors, vous avez parlé d'esprit, dans cette manière de considérer le vivant autrement que dans des chiffres, etc. Mais ma question, elle est plus sur, effectivement, il y a des solutions, mais c'est plus en termes de... On est arrivé à ce système et à cette relation au vivant parce qu'elle était liée à un environnement contraint qui conduisait ces populations à réagir comme ça. Il y a une part de choix aussi peut-être dans ces populations. Voilà, c'est peut-être ça qu'il faut aborder. C'est une question que je pose à Florence par rapport à... Je vais faire une pirouette parce que j'ai pas envie de te répondre, directement en tout cas. Je dirais parce que se poser la question des sources d'inspiration qu'on peut avoir par rapport à ces populations, j'aurais envie de dire qu'on est encore une fois dans... Enfin, que cette question est même... On ne peut pas y répondre parce qu'on est dans une forme de colonialisme de la pensée de ces populations, c'est-à-dire c'est plutôt l'inverse qui se passe pour l'instant. Et ça me permet d'amener ma deuxième question, ma deuxième idée, c'est qu'on est face à des populations, des cultures qui sont extrêmement dans des situations de vulnérabilité extrême aujourd'hui, car elles sont justement colonisées. La deuxième idée, c'est qu'elles ont effectivement très peu de droits pour agir. Or, pour garantir leur survie matérielle et culturelle, c'est vrai que ces populations ont besoin d'avoir accès à la terre et au foncier et aux ressources naturelles. Or, elles sont de plus en plus spoliées de ces ressources, ce qui va générer des situations conflictuelles, des situations de domination, voire même, dans certains cas, des génocides. Mais les mieux équipés, on va dire les groupes, qui vont savoir se défendre et résister d'une certaine façon à ces agressions, sont peut-être ceux qui vont pouvoir nous aider, justement, à être source d'inspiration. Tout simplement, alors je dirais pour ça qu'elles ont d'abord su trouver des alliés pour survivre. On a eu deux mouvements parallèles qui se sont mis en place à partir des années 80. D'un côté, on va dire les mouvements de reconnaissance des populations indigènes, autochtones, traditionnelles, etc. Et deuxièmement, toutes les revendications environnementales qui apparaissent au même moment, on va dire, avec la prise de conscience par l'Occident des menaces qui pèsent sur la biodiversité. Et en fait, il va y avoir énormément de points de rencontre et d'articulation, mais aussi de friction entre ces deux trajectoires. Alors, la première trajectoire, si vous connaissez un peu l'histoire, enfin un peu, je pense à la figure médiatique très connue de Chico Mendes, par exemple, en Amazonie, qui a été assassiné, qui était un seringueros qui voulait défendre, on va dire, les territoires qu'ils exploitaient pour le caoutchouc vis-à-vis de la déforestation et de la transformation de tous ces espaces pour la culture de soja. Donc, il y a Chico Mendes, un que vous connaissez peut-être aussi, c'est Raoni, chef des Kayapo, qui est à nouveau en train de faire un tour du monde, je crois, pour défendre un certain nombre de choses. Ce que je veux dire par là, c'est que on a un certain nombre de groupes qui se sont rapprochés des mouvances internationales écologiques et en se rapprochant de ces mouvances écologiques internationales, leurs revendications, qui étaient des revendications, on va dire, territoriales, foncières et identitaires,
qui n'avaient pas d'écho jusqu'aux années 80, ont été en fait, par les mouvements, grâce ou à cause, j'en sais rien, des mouvements environnementaux, ont été reformulés complètement dans leur contenu, comme modèle à la fois alternatif, locaux et durables, on va dire. Ce que je veux dire, c'est que la traduction politique de ce que je viens de dire est la suivante, c'est que maintenir, si on va très vite pour répondre à toi, à ta question, maintenir la biodiversité, ça passe par ce mythe du maintien de la diversité culturelle. Et ça veut dire que concevoir la construction de ce lien entre diversité culturelle et biodiversité, c'est donc une façon de s'éloigner de l'ontologie, on va appeler ça des modernes, et donc de trouver de nouvelles sources d'inspiration. Alors, un complément de la part de Dominique Lestel. Oui, sur les cultures et les types de cultures, je voudrais apporter deux précisions. La première, c'est que parler de la culture occidentale est un peu problématique quand même de ce point de vue, en ce sens que les visions mécanistes du monde sont quand même des visions de l'élite occidentale. Dans un pays comme la France, par exemple, la sorcellerie reste extrêmement répandue, et que ça a été très compliqué, très difficile, très long de la délégitimer complètement et très violent. Donc la vision de la nature qui est celle des intellectuels et des classes dirigeantes en France est sensiblement différente de celle des paysans, des agriculteurs, des pêcheurs, etc. Deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas non plus effectivement idéaliser les populations, en particulier d'Amazonie. Je ne ferai pas de grand discours théorique, je donnerai simplement une anecdote qui vaut ce qu'elle vaut. La première très longue discussion que j'ai eue avec un chaman au milieu de la forêt en Amazonie, c'était à propos de la possibilité pour lui d'obtenir des cartes frequent flyer en avion. À l'époque, je vivais au Japon, il voulait me rejoindre, et il faisait beaucoup de voyages, et donc avec un coût carbone quand même considérable, et il voulait venir me rendre visite à Tokyo avec sa femme et sa fille. J'aurais aussi une question. Vous vous caractérisez comme écologue, pourquoi pas comme écologiste? Parce que écologue, ça fait quand même médecin spécialiste d'une maladie honteuse. Non, c'est simplement pour rappeler que l'écologie, c'est aussi une discipline scientifique, donc on peut être écologue et écologiste, mais c'est juste pour rappeler, c'est vrai qu'en France, on a le même terme pour parler d'un mouvement politique et d'une activité scientifique. Donc on peut être les deux, c'est possible. Mais là j'ai essayé, enfin je pense qu'on m'avait invité de par mon expertise d'écologue. Après ça ne m'interdit pas d'être écologiste, mais je ne pense pas que je sois là pour parler de ça. Même si je suis d'accord avec vous que pour parler de ces questions de biodiversité et l'un des leviers qui seront importants, c'est ceux de la politique, bien évidemment. Mais est-ce que vous ne croyez pas que c'est une partie du problème de penser qu'il y a justement d'un côté l'écologie et de l'autre, d'un côté des écologistes et de l'autre des écologues, et qu'il est possible de parler de problèmes de biodiversité sans aborder du tout des questions politiques? Alors on est dans l'école de René Dumont, qui était quand même le premier à se présenter écologiste aux élections présidentielles. Mais je pense pas que et qui a beaucoup habité dans ce... Mais vous voyez, là je pense qu'il y a un exemple d'un écologiste qui n'était pas écologue. Voilà. Bon, après, voilà. Ah, j'ai une question aussi. Alors, juste on finit la table ronde, et je pense dans 5 minutes, on prendra tout le temps de prendre toutes vos questions, c'est-à-dire 1 heure consacrée à vos questions intégralement. Donc vous serez le premier. Oui. On reviendra sur l'écologie et l'écologisme. Non, pour répondre à mon voisin, bon, d'abord, moi je me pose la question de pourquoi vous avez rencontré un chaman tout seul au milieu de l'Amazonie. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher? Mais c'est aussi, moi j'ai rencontré Raoni à Brasilia devant le palais du gouvernement,
Et la première chose qu'il m'a demandé, c'est d'aller lui acheter une bouteille de Coca-Cola. Mais ça m'a absolument pas choquée, parce que c'est une façon aussi je veux dire, de tourner un petit peu en dérision un certain nombre de choses, à te dire que c'est pas parce que je consomme telle ou telle chose que, par ailleurs, je n'ai pas telle, je dirais, posture ontologique qui s'en différencie complètement. Donc je trouve que c'est des exemples un peu caricaturaux pour décrire justement les transformations culturelles, parce que je pense qu'on est vraiment, et ça nous concerne tous, je pense qu'on est dans un monde en mutation et que personne au monde n'est aujourd'hui capable de considérer qu'il n'est pas atteint par une forme en tout cas qu'il n'est pas dans une phase de transformation par rapport à son environnement et de sa façon de le concevoir. Je pense que aussi bien les populations dites traditionnelles qui ont vécu un certain nombre, on ne voit pas pourquoi elles ne seraient pas tentées par, je dirais, la consommation, la société de consommation. C'est très dur de résister à l'individualisme quand on est partie prenante d'un petit groupe qui fonctionne avec ses propres règles, etc. De la même façon, pour des individus totalement isolés dans le monde moderne, la tentation de retourner dans le communautarisme peut être quelque chose de très fort aussi. Donc, c'est des tensions, c'est des frictions qui sont intéressantes à observer et qui traduisent effectivement le malaise qu'il peut y avoir aussi bien dans les sociétés traditionnelles que dans la société. Tout à fait. Alors Martial Breton, vous avez, par exemple, justement sur cette question aussi de la culpabilité collective, individuelle, il y a deux mouvements en ce moment. Vous parliez de Extinction Rébellion qui, dans sa charte, dit, article 8, « Nous ne tenons pas de discours moralisateur ou culpabilisant ». Alors que Greta Thunberg, elle, pointe du doigt assez vertement les dirigeants de ce monde. Où vous en êtes sur ce point-là? Juste pour compléter aussi sur notamment les peuples d'Amazonie qui, en effet, sont notamment réunis, font un peu une tournée d'Europe pour aller chercher du soutien, parce que quand ils vont y retourner, probablement d'ici la fin de l'année, début 2020, c'est des peuples qui partent en guerre. Aujourd'hui, moi je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement fort aujourd'hui. Évidemment, mais aujourd'hui, en tout cas, moi, des quelques rapports que j'ai eus avec eux, c'est qu'ils se rassemblent, qu'il y a un certain nombre de tribus qui, face à Bolsonaro, qu'on connaît, n'ont d'autre choix que de partir en guerre et au combat face à un système qui, d'ailleurs, est bien au sud aussi, au Brésil. Sur la question de la culpabilisation, c'est plus même de la responsabilisation des individus, du collectif, des dirigeants. Moi, je pense qu'on est malheureusement dans une société. En fait, c'est très difficile pour un individu de s'en extraire, de ne pas être complètement influencé par la publicité massive qu'on voit partout dans l'espace public et numérique, dans l'espace des transports, dans l'espace de la rue, partout, qui va nous inciter à consommer. C'est des dizaines, centaines, milliers d'emplois de personnes qui sont destinées à faire vendre et à faire consommer des produits dont on n'a absolument pas besoin. L'origine de la publicité, c'est la propagande. La base même idéologique de la construction de la publicité, c'est la propagande. Donc ça veut bien dire, on cache derrière un mot qui fait moins peur, propagande. Aujourd'hui, quand on dit ce mot, on voit tout de suite les enjeux idéologiques, les enjeux et politiques et économiques. D'ailleurs, moi, quand on parle du système politique, je pense qu'il faut lier politico-économique de plus en plus. Le mouvement climat, le mouvement environnementaliste, écologiste, global s'intéresse de plus en plus aux questions sociales, démocratiques, économiques, parce que on voit bien que juste brandir des degrés et aussi des pertes d'espèces n'aboutit à rien, parce que on a face à nous des populations humaines qui sont déjà aussi victimes de ce système. Donc moi je rejoins sur l'aspect de remise en question du système politique et économique actuel. Sur l'Extinction Rébellion, je trouve ça hyper intéressant de ne pas chercher forcément sur la culpabilisation plutôt des individus. La responsabilité, il y a des rapports qui sortent aussi ces derniers temps sur la part que représente l'individu dans le changement global. C'est 20, 25, 30%
C'est-à-dire que tout le reste, c'est des mesures qui sont à prendre à l'échelle des États, à l'échelle des nations, des gouvernements. Et en fait, principalement, elle est là, la rénovation du bâtiment, le changement de système agricole global. C'est très difficile, là on parle dans une école d'agro, c'est très difficile de dire aux agriculteurs à qui pendant 50 ans on a dit PAC, agro-industrie, chimie, machines, etc., de dire aujourd'hui ah ben en fait c'était une énorme connerie, on va devoir tout changer, mais c'est vous qui allez le faire parce qu'on n'a pas de thunes et qu'on n'a pas de subventions à vous donner. On ne peut pas accuser les agriculteurs de ne pas forcément se transformer en agriculture biologique avec toute la signification que ça peut avoir aussi. C'est trop facile alors qu'on oublie malheureusement de pointer du doigt aussi les responsables, ce que va peut-être plus faire Greta. Merci. Alors on va commencer par prendre les questions. Donc monsieur, vous étiez... Donc je suis un ancien de l'agro, donc j'ai une autre forme de sensibilité par rapport à d'autres types de formations. J'ai deux questions. J'ai la première, et en plus de mon activité dans mon entreprise, donc je donne des cours notamment ici à l'agro et puis aussi à la Sorbonne. Et la difficulté, quand vous êtes face à des jeunes, compte tenu un petit peu des perspectives que vous annoncez ce soir, c'est extrêmement difficile, et je l'ai eu encore cet après-midi. J'ai certains étudiants qui sont venus me voir, ils m'ont dit mais monsieur Duchalet, mais arrêtez, c'est infernal, c'est pas possible. Donc ça c'est la première question, c'est arrêtez d'expliquer ce qui est en train de se passer sous nos yeux, c'est-à-dire qu'on est dans la phase d'accélération, on n'est plus dans la phase linéaire, dans la phase exponentielle, et on a vécu donc avec les 46 degrés, donc ce fait que la population européenne, on va dire, est sensible. Et alors la deuxième question qui est fondamentale, quand vous parlez d'égocentrisme des pays occidentaux, moi je dirais ce qui m'inquiète le plus, et on le voit dans les débats, que ça soit sur les plateaux télévisés, que le débat qu'on a ce soir, c'est qu'on oublie que finalement nous occidentaux, on représente quasiment plus en termes de population, donc les Européens c'est 550 millions d'habitants, et à l'autre côté de la planète, vous avez donc les Chinois qui sont 1,4 milliard avec à la tête une dictature, comme il l'a annoncé Xi Jinping, du prolétariat, et qui avec l'intelligence artificielle, est complètement en train de lobotomiser tout son peuple, et sa survie passe bien entendu par une croissance absolue, avec les conséquences que ça peut avoir. De l'autre côté, juste à côté, vous avez l'Inde, avec Modi qui parle bien son nom, qui est un système aussi extrémiste, c'est-à-dire le Front National, je vous assure, c'est sympathique par rapport à ce qui se passe là-bas en Inde. Et là, vous êtes dans la phase de développement où fondamentalement, il n'y a plus d'eau. Et alors, parlons pas de l'Afrique, là j'ai sorti un dernier livre. Alors, avant de faire le tour du monde, est-ce qu'on peut faire c'est très important, c'est-à-dire que, après je laisse la parole, mais aujourd'hui, vous avez à peu près, donc on était 300 millions d'Africains au moment de la décolonisation, 1,3 milliard, et dans les projections, mais ça ne se passera pas comme ça, parce que ça se terminera mal, on devrait avoir à peu près 4,5 milliards d'Africains. Et donc vous connaissez les conséquences. Vous avez parlé de René Dumont qui avait déjà parlé dans les années 80 de l'assèchement des grands fleuves. Et donc la vraie problématique, c'est que nous, tout seuls, je pense qu'on a la capacité, en tant que pays riche, de faire la transition écologique, mais je pense qu'à l'autre bout de la planète, je n'y crois pas un quart de seconde. D'accord, merci. Oui. Merci pour votre intervention. J'avais plein de choses à dire, mais je crois que... en fait, je crois, mais peut-être je me trompe beaucoup, qu'ici on est un peu tous au courant de la problématique, et je ne croyais pas qu'on allait débattre de la problématique, mais les idées qu'on a pour les solutions. Et à moi, c'est un peu là où ça m'intéresse, c'est-à-dire je pense qu'on a plein de têtes très créatifs. J'ai entendu ici dire qu'il y a peut-être des idées, et pas une solution absolue qu'on va tout régler, on va rien régler seulement, mais au moins de dire qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on peut faire, comment et quoi. Et moi, c'est ça qui m'intéresse en général. Alors, une autre question. Alors, tout de suite, oui. Justement, puisqu'on parle de solutions, je crois que c'est pour Jeanne ma question, mais peut-être pour tout le monde. Vous parliez d'arrêter d'infléchir les courbes évolutives des espèces.
Mais pour moi, c'est un peu un paradoxe parce que qui est causé par notre omniprésence sur Terre et les libertés individuelles et collectives d'une part, qui mènent par exemple au braconnage et à la déforestation, et qui fait que notre volonté de stopper cette inflexion de l'évolution passe par des réglementations, de la sanctuarisation, parfois la militarisation de ces zones, qui, même si la vérité initiale c'est de stopper l'inflexion des courbes évolutives, en fait c'est aussi une manière de contrôler l'évolution du vivant dans ces zones-là. Et donc, est-ce qu'il faut résoudre ce paradoxe déjà? Et si oui, comment on peut le faire? Ou est-ce que c'est une bonne solution que de sanctuariser, ou est-ce qu'il faut aller plus loin que ça, et comment? Alors il y aura peut-être plusieurs personnes qui ont envie de répondre à cette question. Mais non, mais on prend une question par question, c'est peut-être... non ? Oui, il y avait la première question. Ah oui. En réaction à la question, en fait, par exemple, quelle transition du Sud, en fait, quelle transition? Aujourd'hui, ils n'ont pas forcément évidemment, ça va être beaucoup plus difficile pour eux de transitionner vers une autre société plus verte, mais est-ce que c'est aussi ce qu'on voudrait pour eux? Est-ce que c'est eux ce qu'ils veulent? Est-ce que l'objectif c'est que l'Europe continue de se verdir et notre survie elle n'est pas menacée? En effet, on est complètement d'accord, mais du coup c'est ça qu'on veut, c'est juste occidentaliser et verdir des pays qui aujourd'hui ne le sont pas encore. Donc ça, moi je suis assez d'accord qu'on n'aura absolument pas le temps, mais sur la question de la survie, c'est des populations qui vont... dont la survie va être menacée, mais quelle que soit la société qui sera choisie, moi je ne suis pas sûr qu'on doit avoir un comportement de... c'est très difficile évidemment quand on parle de programme de développement, quand on parle de solidarité internationale, etc. C'est très difficile de dire, de vouloir envoyer de l'énergie renouvelable, des panneaux solaires, etc. Comment on va transitionner, si ces populations veulent transitionner, vers quoi? Moi je pense que les questions sont plus vers qu'est-ce que veulent aussi ces populations comme société et comme pour faire face à ces crises. Merci pour ces éléments de réponse. Une autre question? Oui, alors... Vous n'avez pas répondu quand même à la question essentielle. Comment on fait pour transmettre un message aussi négatif aux jeunes pour qu'ils se mobilisent? Parce que la réaction finalement c'est de se dire de toute façon c'est foutu. Et donc le cerveau il déconnecte et puis le kiff quand il est sous sa douche, ils se disent bon je prends ma douche c'est mieux, mais bon il sait qu'il y a plein de voyageurs clandestins partout sur la planète. Voilà, c'est ça que moi j'essaye de dire, peut-être maladroite, de dire si on est dans une négativité absolue, on débranche le cerveau, on n'a plus envie de rien regarder à part de la télé, on se foncer la gueule sur je sais pas quoi. Mais en tout cas, ce n'est pas un esprit créatif. Et du coup, je pense que nous, surtout, avant de regarder d'autres populations de l'autre côté de la planète et tout ça, nous, on a besoin d'être plus créatifs que ça, beaucoup plus créatifs que ça. Et on peut être beaucoup plus créatifs. Alors, oui, on sait que vous êtes d'accord. Non, mais j'ajouterais à la bataille politique, la bataille culturelle de quelle culture on veut. Extinction Rebellion, une de leurs autres, dans quoi ils s'illustrent, c'est l'aspect festif, et je pense que c'est des mobilisations. Comment on peut remettre du positif dans tout ce négatif, parce que le constat, en fait, il ne faut pas le nier, il ne faut pas tourner la tête et ne pas le regarder. En revanche, quelle est la réaction vis-à-vis de ça? Je pense qu'il y a évidemment beaucoup à faire à l'échelle individuelle et à l'échelle globale et collective. Et on peut le construire, en fait réinventer la société, c'est aller vers des valeurs plus positives, des valeurs de solidarité, de coopération, remplacer la compétition par la coopération et la solidarité, même dans le système économique, comment on réinvente tout ça. Je pense qu'il y a du positif à mettre. Très bien, là-dedans. Non, allez, on va prendre une autre question parce que c'est le temps maintenant du... Oui, mais vous avez 1 heure là, de parole, donc quand même, l'exercice des disputes, c'est aussi laisser beaucoup de questions. Mais c'est aussi bien de répondre aux questions. J'ai 2 questions. Alors, on va écouter Jeanne Lepont, parce qu'il y a une pression. Non, mais parce qu'il y a une question qui m'était adressée, mais peut-être qu'on peut...
La question qui m'était adressée était sur la question de la sanctuarisation du vivant. Est-ce que c'est la solution pour laisser la sanctuarisation du vivant? Oui, il y avait une question. En gros, c'est sur la vision espace protégé pour préserver la biodiversité versus la biodiversité. Elle peut très bien, et ça, je dirais, c'est le côté positif. S'il y avait un côté positif par rapport aux choses dramatiques, vous parliez des changements climatiques qui sont effectivement une chose très anxiogène, parce que cette augmentation de degrés, on la doit à ce qui s'est passé il y a 30 ans, et donc on va forcément avoir une élévation de la température, et on essaie juste que ça soit un peu moins fort. Voilà. Pour la biodiversité, le côté peut-être un peu positif, c'est qu'on sait très bien ce qu'il faut faire, et ça marche pratiquement tout de suite. Il suffit, mais après il faut trouver les moyens de le faire, de baisser la pression. Alors, vous parlez des espaces protégés. C'est une solution, c'est pas la seule. Mais ce qu'on a pu montrer, ce que les études montrent, c'est que le scénario de décroissance, d'abondance de population de 60%, quand on regarde ce qui se passe dans les espaces protégés, c'est pas la même chose. Ça veut dire que c'est un peu normal, mais ça marche. Donc il y a des recettes. Maintenant, la question, c'est qu'on ne peut pas mettre tout en espace protégé, mais je reviens sur la question de la démographie qui était au départ. Évidemment, il faut se confronter à cette question-là à un moment donné, même si c'est très délicat et qu'il y a chez certains politiques, c'est un moyen aussi de jouer sur un autre curseur. Mais il faut la mettre sur la table comme les autres. Alors, des extrémistes comme... mais bon, c'est bien de temps en temps, comme Edward Wilson a sorti un ouvrage il n'y a pas longtemps en disant « Pour conserver la biodiversité, pour la préserver, il faudrait que la moitié de la Terre soit préservée. » Maintenant, une autre manière de voir les choses, c'est de dire évidemment, on a des populations qui sont en nombre. L'idée, ça serait quand même d'essayer de penser juste, déjà, avoir des enfants, c'est bien, après, pourquoi autant? Voilà, individuellement, ça peut être une réflexion. Mais si je reviens sur la question des espaces protégés, la biodiversité, elle peut aussi être préservée dans nos espaces anthropisés, hein, dans nos villes, dans nos villages. Et cette vision-là permettra que ce que tu pointais tout à l'heure, qui était peut-être une baisse de biodiversité, fait une moins bonne connaissance, et une distanciation. Essayer de réintroduire cette biodiversité dans nos espaces de vie, dans nos villes, dans nos campagnes, et avoir un regard qui n'est pas un regard de mépris, mais d'acceptation de l'altérité d'une certaine manière, c'est aussi un moyen de réenclencher quelque chose qui peut être une meilleure appropriation et donc une meilleure préservation. Voilà, donc dans les espaces protégés ça marche, mais l'idée c'est pas de sanctuariser, c'est aussi d'avoir ce respect dans nos milieux de vie. Merci, on a répondu à votre question. Oui. Je vais retenter les deux questions. Si vous pouviez... Oui. Pardon. Allez-y. La première, c'est donc j'étais il y a une cinquantaine d'années élève de René Dumont dans cet établissement et en même temps à l'école normale en écologie. Et sans que ce soit les idées de René Dumont, je suis ressorti de là avec un tiercé d'angoisse et de combat politique. Et je voudrais vous demander si c'est le même pour vous à l'heure actuelle. Ce tiercé, c'était d'abord le danger nucléaire, des centrales et des armes, on était à pleine guerre aussi. Le deuxième, c'était la dégradation de la biosphère, l'écologie, la pollution. Et le troisième, c'était la population, la surpopulation, pardon, et les dangers qui venaient avec. Donc, à l'heure actuelle, quel est votre tiercé, quelle est votre préoccupation? La deuxième chose que je voulais dire, c'est que les solutions par rapport à tout ça, moi, j'en sens deux. Une sur laquelle je pense qu'on peut être bien parti assez vite, c'est, je dirais, une sorte de sobriété heureuse et un respect de tout ce que l'on vient de dire par rapport à... moi j'étais un peu dans les poissons, donc on éveille dans la vie de la surpêche, on fait des choses un peu plus saines au niveau de l'agriculture, etc. Mais c'est du possible. Par contre, ce que vous soulignez, monsieur, me fait très peur et je ne sais pas quelle est la solution. C'est qu'on est dans un problème géopolitique mondial
que fait que si l'un fait bien, les autres font mal et le boufferont. Et on a affaire d'un côté, je dirais, grosso modo, à des hommes d'État qui ont des plans, qui savent ce qu'ils veulent faire, et de l'autre côté, à des politiques qui sont des fois très brillants, des fois pas du tout brillants, je ne ferai pas de citation, et je ne sais pas quoi faire par rapport à tout ça. Merci pour cette question. Alors, sur le tiercé des malheurs qui nous arrivent, Dominique Lestel, peut-être? Oui, je pense qu'il y a un des éléments du tiercé, au moins, qu'on a tendance à oublier aujourd'hui, et c'est tout à fait dommage, c'est le danger nucléaire, qu'on a tendance à beaucoup sous-estimer. La question des Chinois, par exemple, les Indiens, je ne connais pas, les Chinois, je pense que je ne serai pas aussi pessimiste que vous. Quelques-unes des initiatives écologiques intéressantes de ces dernières années viennent des Chinois. Et pour les aspects positifs et créatifs, je pense qu'il y a des espèces aussi qui sont très heureuses des sociétés contemporaines. Je pense aux rats, par exemple. Oui, je pense que les rats ont trouvé une véritable opportunité avec l'humain pour se développer. Et les pandas aussi. Les pandas, c'est un animal totalement inadapté qui a réussi à survivre grâce à une complètement stupide, moi j'aime pas les pandas, qui a réussi à survivre grâce à une conjonction entre justement la politique chinoise, parce que vous savez que les pandas sont loués et sont abonnés, et le côté kawaii de cet ours débile, le fait qu'il y a tant de gens qui sont intéressés par ce type d'animal. Je pense qu'au-delà de l'aspect rigolo, il serait intéressant d'essayer de comprendre ce qui est vraiment sous-jacent à cet aspect kawaii du panda. Oui. Oui, je complète sur la question nucléaire. Effectivement, c'est quelque chose de préoccupant, mais je dirais que ça nous renvoie justement à la question des temporalités dans lesquelles on vit. Et la question du nucléaire, elle a été pensée dans des temporalités multiples, en quelque sorte, qu'on est incapable de prendre en compte, puisque la question de la gestion des déchets, si un jour il y a un accident nucléaire, est-ce qu'on aura les ingénieurs avec la mémoire de l'ingénieur du nucléaire pour être capable de résoudre le problème? Moi, c'est presque plus ça qui me fait peur, c'est nos capacités à répondre à des problèmes d'ingénierie dans les 20-30 dernières années, à venir, pardon. Et pour ce qui est des différents pays, moi j'aurais envie de dire à monsieur, je suis assez d'accord avec ce que vous racontez, simplement peut-être qu'il ne faut pas considérer de façon aussi formelle les États ou les blocs les uns à côté des autres, mais essayer de rejoindre ceux qui sont, je dirais, engagés dans la construction de réseaux à l'échelle mondiale, qui donc dépasse ces clivages de nord-sud, Chine, etc., pour essayer d'élaborer de nouvelles pistes à partir de toutes sortes d'engagements et de pratiques qu'on peut mettre en œuvre sur le terrain. Donc je pense que les réseaux et la question des micro-sociétés au sens d'initiatives citoyennes, etc., pour essayer d'inventer de nouvelles pistes, sont des choses qui peuvent avoir des impacts forts sur les questions politiques, on le voit déjà, je trouve, aujourd'hui. Et de provoquer des mises en réseau qui seront peut-être capables de révolutionner un certain nombre de choses. C'est une note positive. Merci. Alors, oui, Martial. Sur le danger nucléaire, je rejoins. J'étendrai même plus. Aujourd'hui, on voit à quel point un certain nombre de pays se fascisent pour être complètement transparents, que ce soit ceux qui sont déjà à leur tête des gouvernants fascistes, ou en tout cas s'en rapprochant, et l'Europe qui est au bord du gouffre avec quelques dizaines de milliers de personnes qui sont à ses portes, qui fuient très souvent la guerre, la famine, donc dans des états de détresse totale, qui arrivent à nos portes, et ça pousse dans notre système politique des voies de haine, etc. Donc moi je pense que c'est de façon plus globale l'extrémisme, l'extrémisme politique, social qui est aujourd'hui de plus en plus fort, qui est une angoisse aussi. Évidemment, la dégradation écologique, climatique, de biodiversité, ça on en a bien parlé ce soir. Et par contre, je ne suis pas d'accord sur la question de la population.
une personne qui naîtra en Afrique dans les 10 prochaines années n'a pas du tout la même empreinte carbone. Et il faut le répéter qu'une personne que moi ou qu'une personne qui va naître en France, aux États-Unis ou dans d'autres pays. L'empreinte carbone, on la sait, elle est complètement différente. Et en fait, l'Europe en elle-même, la responsabilité de l'Europe et du monde occidental, en ajoutant aujourd'hui la Chine, etc., ne peut pas être comparée avec l'explosion démographique de l'Afrique. En revanche, va se poser la question, c'est sûr que si on va dire à l'Afrique de se développer de la même façon que nous, c'est-à-dire que si on va continuer à artificialiser massivement, à industrialiser massivement et à continuer la course droit dans le mur, là va se poser évidemment parce que le nombre de la population va jouer un facteur. Mais on ne peut pas, parce que en fait la suite, la conséquence directe, c'est de dire ah, nos problèmes de population, on va aller demander à l'Afrique d'aller développer des politiques de contrôle de la natalité, etc. Merci pour cette précision et un complément de Jeanne. Oui, sur cette histoire de démographie, soyons clairs. Il s'agit là, si on s'intéresse à l'impact sur le vivant, c'est les impacts humains qui sont croissants. Et il y a une formule très très simple et très vilipendée, parce que trop simple, qu'avait développé Elrich, qui était I, l'impact, égale P fois A fois T, donc c'est un américain, mais population, non, A, affluence, c'est-à-dire la consommation, l'impact par habitant, effectivement, fois T, technologie. Et cet impact-là, évidemment, il va être différent selon qu'on a affaire à un Africain, comme tu as donné, ou nous. Et là, quand je parlais de descendants, je parlais de nous avec notre impact tel qu'on le connaît. Voilà, mais c'est vraiment globalisant. Hein. I égale PAT, c'est impact, pas forcément en nombre, mais par rapport à l'impact qu'ils produisent en termes de consommation. Bon, je crois que c'est bien de reprendre. Je voulais juste conseiller monsieur de lire le livre de René Dumont, ça remonte à 87. Alors si vous ne parlez pas dans le micro, je pense qu'on pourra rater. Non, mais c'est juste un conseil de lecture et vous verrez qu'entre-temps, donc juste quand même pour qu'on ait bien les chiffres en tête, quand je suis né, on était 3 milliards d'habitants et dans la projection de 2050, c'est 10 milliards d'habitants. Donc la première des choses qu'il faut faire, c'est le planning familial et que le taux de fécondité dans le Sahel, chez les hommes, c'est 13,6. D'accord? Donc je ne vois pas dans une zone désertique où il n'y a plus de flotte, de dire qu'on ne fait pas un problème de réduction de la population. Merci, je crois qu'on va prendre une nouvelle question en haut. Non mais c'est pas une question, c'est une réaction. Moi je suis assez indignée là à ce que j'entends parce qu'il y a quand même un problème d'équité et d'impact des différentes personnes. Ça a été dit, selon les pays, on n'a pas du tout le même impact. On sait combien de planètes consomment un États-Unien, un Européen, un Indien et un Africain. Et on sait que même à l'intérieur de chaque pays, c'est complètement inégalement réparti, qu'il y a 1% de la population française qui va avoir 99% des impacts. Donc sobriété heureuse, moi je veux bien, mais que si chacun réduit de 10% ses impacts, alors qu'il y a des personnes, enfin qu'il y a 1% des personnes qui impactent à 99%, c'est pas la solution. On peut tout de suite viser les personnes, enfin ceux qui impactent le plus et réduire de 99%. Enfin, il faut quand même parler un petit peu d'équité et d'inégalité et remettre ça dans la balance. Merci beaucoup. Alors, d'autres questions? Oui. Est-ce que vous pouvez passer? J'ai une question qui est aussi un message. C'est dire que comme on a des cercles vicieux, on a aussi des cercles vertueux, et je pense que si les mauvaises façons de faire ont été très contagieuses de nous sur les sujets économiques, de se dire que peut-être que si on prend le bon exemple et qu'on investit sur le bon exemple qui peut être aussi très rentable en jouant le jeu de notre système, est-ce que ça peut pas être contagieux comme l'amour peut être contagieux et comme mieux faire peut aussi entraîner vers améliorer notre système et j'ai envie de croire beaucoup en ça plutôt qu'en effondrement. Et moi je viens d'école de commerce et l'idée c'est aussi de se dire qu'une transition verte
même en jouant le jeu du système, ça peut être une propagation énorme et forte, et qui peut être... et vu qu'ils font comme nous, si en Inde et en Chine, ils commencent à dire que c'est bien de faire du vert, ça peut aller très vite aussi. Merci. Qui a envie d'intervenir alors, oui, Dominique Lestel et Florence Canton. Oui, je pense qu'il y a deux... on est dans deux extrêmes. On est dans deux extrêmes qui sont intéressants. Le premier, c'est de dire qu'il faut adopter des régimes vertueux, des régimes de non-excès vertueux. Et puis de l'autre côté, on nous explique, à juste titre d'ailleurs, que 1% de la population va consommer 99%. On pourrait penser qu'une façon de résoudre le problème serait d'éliminer les 1% qui consomment 99% des ressources, ce qui poserait un certain nombre de problèmes qui seraient difficiles à résoudre. Ceci dit, on n'est pas obligé de choisir un extrême. On peut on peut placer le curseur entre ces deux extrêmes. Et une fois de plus, je pense que la question est politique. Elle est fondamentalement politique et que changer nos habitudes, c'est bien, ça nous permet de nous sentir peut-être un peu mieux, mais je pense que fondamentalement, c'est pas grand-chose. Sauf de changer ce qui mérite d'être changé, je pense que ce qui mérite d'être changé, c'est le système politique. Non pas le type de politique, mais le système politique lui-même. Le fait de passer d'un système représentatif, en particulier pour nos cultures, à un système qui soit beaucoup plus bottom-up, qui soit beaucoup plus anarchiste, disons. Alors, Rossio ? Voilà, je voulais dire que j'ai lancé ce projet de G5 interespèces. Donc c'est bien un G5 comme ça pourrait être un G8, un G7, un G20, tout ça. L'intérêt c'est que j'y crois très sérieusement qu'on peut faire une politique interespèces. Et c'est très sérieux. C'est une blague, c'est un projet artistique, ça n'a rien à voir, mais j'y crois très très sérieusement. Et je pense que c'est une des avancées. Il y a un Rivière, un club qui a été déclaré entité juridique en 2017, en avril 2017. Après, il y a une autre qui l'a suivi. Après, il y a commencé un arbre. Donc, ces entités, du moment qu'elles deviennent juridiques, elles commencent à être considérées dans la légalité, dans la politique aussi humaine. Et je pense qu'il y a une vraie possibilité là-dessus. Après, il faut changer aussi pour la conception de cette politique-là. Mais une autre chose que je pense qu'il faut changer, qu'il n'y a pas de moyen, qu'il n'y a rien qui change sans ça, c'est la conception de comment l'humain se conçoit lui-même. Parce que sinon, on ne peut pas changer nos rapports. Parce que si on force des rapports à partir d'une base de comment on définit l'humain aujourd'hui, et comment il se définit, c'est-à-dire cet individu qu'il est divisé, ou un individu c'est non-individu, et qu'il est divisé de quoi, et qu'on croit que toutes les bactéries que nous constituent, c'est pas nous, c'est nous, et que toute cette discontinuité justement que le naturalisme amène, merci pour le commentaire, comment on peut créer une autre conception de ce qu'est l'individu, ou l'humain en tout cas, parce que sans ce changement, les rapports ils vont être toujours utilitaires, toujours dans des hiérarchies étranges. Alors Jeanne, un complément aussi de réponse ? Oui, donc on voit que si on veut instaurer ce sorte d'altruisme interspécifique, mais qui serait désintéressé, hein, parce que sinon, il faut qu'il soit désintéressé d'une certaine manière. En tout cas, l'altruisme interspécifique désintéressé n'existe chez aucune espèce. Et donc là, on est vraiment au seuil d'une transition, mais qui est une transition majeure. Et on voit bien que c'est très compliqué. Et que ça impose, pour se mettre en place, des régulations fortes pour réduire notre empreinte. Mais ces régulations fortes, il faut forcément, il me semble, en tout cas c'est mon point de vue, qu'elles peuvent se faire, elle est intenable si les choix ne sont pas délibérés. Et c'est ça la difficulté. Alors est-ce que ces choix délibérés de régulation, elles peuvent être bottom-up, comme vous le prônez Peut-être. Alors, le CADEFOP, le droit est un outil aussi. Hein. Le droit, effectivement, le droit de l'environnement est un outil fort.
Parfois, on se dit que les grands changements, et notamment l'émergence de la coopération animale, non liée à un intérêt par rapport à sa progéniture, vraiment la coopération réciproque, l'altruisme réciproque s'est mis en place et a pu évoluer dans des petites populations qui étaient structurées. Pourquoi? Parce que la coopération a pu se mettre en place, parce que comme ça, quand on est dans un groupe assez réduit, on peut reconnaître celui qui joue pas le jeu. Voilà. Donc, est-ce que ce bottom-up, c'est aussi considérer que ces formes d'altérité, elles peuvent naître d'initiatives locales? Peut-être, mais là, il s'agit d'interaction avec les non-humains. Donc là, le désintéressé me paraît primordial, parce que sinon, on aboutira toujours à... On a une image avec mon collègue qui est que, imaginons qu'on avait... je sais pas moi, une limace, un escargot qui aurait les mêmes potentialités que nous en termes d'empreintes, toute la Terre serait couverte de bave d'escargot. Et en fait, on est d'une certaine manière, malgré qu'on a acquis un certain nombre de régulations dans nos sociétés, on est incapable de réguler nous-mêmes notre propre maîtrise du vivant. Donc pour moi, c'est vraiment une transition, avec mon collègue on l'appelle une transition évolutive, de la même manière qu'on est passé des groupes isolés aux groupes sociaux, de la même manière qu'on est passé de l'unicellularité à la pluricellularité, c'est vraiment une transition qui va imposer un changement des mentalités très très fort. La culture, elle a été capable de nous faire changer de mouvement et de mentalité. Est-ce qu'on y arrivera? J'en sais rien, mais en tout cas, voilà, c'est un peu mon point de vue. C'est pas si simple et on est vraiment au cœur de la difficulté. Je vois plein de mains qui se lèvent, alors il faut vraiment que je donne tout de suite la parole à la prochaine question. Je m'appelle Bertrand Séné, je suis économiste, écologiste. Il y a 10 jours, j'ai participé à la COP 1 étudiante et on a eu j'allais dire l'honneur de recevoir la ministre de la Transition écologique. Et pour tout vous dire, je crois qu'il y a des gens ici qui l'ont vu aussi, qui étaient là, n'est-ce pas? On était concernés, quoi. Clairement, on lui a posé une question sur la décroissance, elle nous a parlé de fermer les frontières et de cultiver son potager. Culture sur la décroissance, c'est un peu limité. Et puis surtout, alors c'est rapport avec la question d'aujourd'hui, on lui a parlé de la question de la consommation de viande. Et elle nous répond, mais on fait déjà quelque chose, il y a un jour par semaine dans les cantines. Et on lui dit, en fait, c'est pas du tout à la hauteur. Parce que, effectivement, si on veut réduire les émissions de CO2 suffisamment, il faut réduire beaucoup plus que ça la viande. Vous savez ce qu'elle nous répond? Je vais vous donner l'adresse du ministère et vous m'envoyez vos propositions. Je ne sais pas ce que vous, ça vous a fait, mais nous, on l'a très mal vécu. C'est-à-dire que, alors là, je vous rejoins complètement, on a vraiment besoin de changer complètement les institutions. En fait, on est dans un système où, comme il y a des élections pluralistes avec alternance et réélection possible, en fait, les gens qui sont au pouvoir, ils ont intérêt à promettre un maximum de choses, ils ne tiendront pas, mais il faut qu'ils promettent toujours plus. Donc, ils sont incapables de prendre des décisions courageuses et qui vont éventuellement être impopulaires. C'est pas possible, c'est pas dans le logiciel. On a absolument besoin d'avoir des institutions dans lesquelles, par exemple, il est écrit on va tout faire pour préserver la biodiversité, etc., et qui est une sorte de conseil constitutionnel qui, à chaque fois qu'on vote une loi, dit mais là, non, désolé, ça passe pas parce que vous n'avez pas respecté les engagements qu'on a pris, notamment en termes d'émissions de CO2, par exemple. Par exemple, sur les SUV, normalement, ça n'aurait jamais dû se faire. Et alors, la deuxième chose, c'est que faut qu'on réfléchisse tous ensemble, effectivement, à avoir une forme. Ça va être révolutionnaire parce qu'on est tellement habitué à penser que la démocratie, c'est l'alternance, c'est les élections et les partis politiques, etc. Je pense que vraiment, demain, ça va être une forme d'intelligence collective. Et il faut qu'on mette en place des formes où justement plein de gens s'impliquent pour qu'on participe tous. Et alors la deuxième chose, je vais essayer d'être très court là-dessus, c'est ma spécialité, dans ce cas je vous renvoie à mon livre qui s'appelle Ecosophia. Mais très clairement, en fait, le système actuel de financement de l'économie, donc le système financier avec des crédits bancaires et les marchés financiers, il pousse tous les acteurs, y compris ceux qui sortent des écoles de commerce,
à imaginer des entreprises où ils vont vendre des choses et ils ne se posent pas la question à ce moment-là de est-ce que ça respecte la biodiversité, etc. Parce qu'en fait, tout le système les oblige, les pousse à vendre un maximum de choses. Il faut que demain, on ait un système de financement de l'économie qui est pour critère, chaque fois que vous cherchez un financement, que ce soit durable, que ça protège la biodiversité, etc. C'est une révolution énorme. Merci. Est-ce que quelqu'un a envie d'intervenir? Martial? Je réagis brièvement sur les innovations démocratiques. Je vous invite à vous intéresser, en tout cas, il y a une expérimentation démocratique qui se passe en ce moment, c'est la Convention citoyenne pour le climat. Je vous invite à vous intéresser, à vous faire votre avis là-dessus. C'est 150 citoyens qui ont été tirés au sort, complètement, en tout cas, autant qu'on puisse le faire, représentatif de la diversité de la population française, en termes d'âge, en termes de sexe, en termes de CSP, de diplôme, et de toute la diversité de territoires d'origine géographique, qui vont travailler pendant 4 mois, pendant 6 week-ends de 3 jours, sur des mesures à mettre en place les plus ambitieuses possibles pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans un esprit de justice sociale. Et pourquoi pas imaginer que ça puisse être une forme nouvelle de démocratie par le tirage au sort, par le pouvoir qu'on rend au peuple. Aujourd'hui, on devrait se poser la question de l'oxymore de la démocratie représentative. Ces deux mots qui, pourtant, ne devraient rien avoir à faire ensemble. Je pense qu'on a tout à faire à lier les questions sociales, écologiques, climatiques, démocratiques, économiques, tout ensemble. Alors, Jeanne, complément? Non, pas un complément, mais j'ai envie de dire par rapport aux idées qui permettraient de faire changer les choses, et notamment, j'étais à un colloque organisé ici d'ailleurs, on m'avait invité en tant qu'écologue pour parler des forêts avec des juristes qui parlaient du droit juridique des forêts. Et quand à un moment j'ai posé la question qui permettrait peut-être de changer les mentalités, qui n'est pas de moi, mais souvent on pose la question, peut-être pas dans ce cénacle, mais peut-être dans d'autres, pourquoi conserver? Pourquoi conserver? Et si on inversait conserver la biodiversité, pourquoi on inversait? On n'inversait pas, on disait pourquoi détruire la biodiversité? Et ça, en droit, je parlais avec mes collègues, si on changeait toute notre manière de voir le droit en disant mais il faudrait qu'à chaque fois qu'on veut détruire, parce que c'est un sujet aujourd'hui, la biodiversité, on parle de biodiversité, si on veut détruire, il faut expliquer pourquoi on détruit, quelles sont les raisons, pourquoi on le fait. Je pense que ça, en termes de droit, même, ça pourrait changer beaucoup de choses. En tout cas, ça permet d'inverser la charge de la preuve et ça permet de retourner. Alors, c'est une recette, mais parfois on parlait de déclencheur. Ça permet de déclencher des dynamiques qui peuvent être intéressantes. Alors, on va vite on va peut-être accélérer le rythme des questions-réponses. Oui, monsieur. C'est juste une réflexion sur un objet que j'ai appréhendé, donc je ne connais pas grand-chose, mais c'était la prospective, et je vois que la prospective a été utilisée notamment par l'AFP sur différentes problématiques, et je voulais savoir si on pouvait considérer une prospective par le non-humain. Est-ce qu'on pouvait permettre au non-humain d'effectuer lui-même une prospective en sa situation? Alors, qui a envie d'intervenir là? Oui, Dominique ou Florence? Ça dépend ce que vous entendez par non-humain. Si vous entendez par non-humain ce que visiblement vous entendez en général ici, c'est-à-dire les animaux ou les végétaux, c'est pas la même chose que si vous incluez les esprits ou les intelligences artificielles. Et l'une des questions qui peut se poser, et là je suis tout à fait d'accord avec notre ami artiste sur la nécessité d'être créatif, mais on nous a toujours expliqué que c'était dangereux d'être créatif, donc on a tendance à l'oublier. C'est d'essayer d'imaginer quelles pourraient être les connexions qui s'établissent entre tous ces autres humains. Je préfère autres humains que non-humains. Comment est-ce qu'on pourrait, par exemple, inventer des dispositifs d'intelligence artificielle qui permettraient à des populations de vers ou de plantes de pouvoir faire entendre leur voix? Et quand je dis voix, c'est plutôt avec un E qu'avec un X.
Merci. Une autre question? Pardon, je répondis à ça. Oui, Rossio. Il y a aujourd'hui des systèmes d'intelligence artificielle qui servent à essayer d'apprendre le langage des dauphins et à communiquer, par exemple, avec les orques, non, les cachalots. Ils ont découvert, grâce à un système basique, mais grâce à l'intelligence artificielle aussi, à comprendre des messages qui s'envoient les orques et les cachalots. Et c'est des images 3D qui s'envoient. Bon, pour l'instant, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils veulent dire, mais ils arrivent à... Et il y aurait des systèmes comme ça, si l'intelligence artificielle serait utile à quelque chose, ça pourrait être utile à créer un système de communication, des signaux différents, avec des perceptions et des concepts différents, entre des mondes différents. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'un des spécialistes de ce type d'études est un chercheur qui travaille au CETI, à Palo Alto, le Search for Extraterrestrial Intelligence, que c'est la connexion entre l'intelligence extraterrestre, l'intelligence non humaine biologique et l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que c'est inventer des dispositifs d'intelligence artificielle qui nous permettent de pouvoir communiquer avec des entités avec lesquelles on n'est pas habitué à... On n'a pas le même système perceptif. Alors, on va pas seulement, on a aussi des sacrés handicaps. On va peut-être prendre quand même, il y a plein de mains qui se lèvent, alors on va essayer quand même de prendre des questions. Oui, s'il vous plaît. Alors, ça marche? Oui. Simplement, souvent, j'ai l'impression qu'on se fait prendre par des questionnements qui sont parfois un tout petit peu à prix d'attaque, parce qu'on va pas trop dire, mais par exemple, vis-à-vis des ondes, moi j'ai l'impression que ça pourrait faire partie des choses qui pourraient être nocives pour la planète, et on en parle très rarement en fait. On parle de l'effet de serre, on parle de la pollution, etc. Des bombes, vous mettez les ondes. Les ondes. Les GSMG, téléphone, tout ça, etc. Et voilà, ça fait partie des choses. Moi je ne suis pas scientifique dans ce domaine-là, donc je ne peux pas vraiment savoir si c'est forcément nocif. Mais en voyant par exemple les puces à la fumée qui se développent de partout, j'ai l'impression que ça pourrait être un souci qui pourrait être un peu tabou, et dans notre désir de nous en protéger. Alors on va prendre plusieurs questions en même temps, comme ça on fera des boules de réponse, si vous voulez bien. Il y a une question juste à côté de vous. Merci. Alors, du coup, j'aimerais revenir sur les propos du début de la table ronde, parce que Rossio, dans votre œuvre, vous intégrez dans le GSEC des interespèces la machine, et Dominique, vous parlez de l'émergence de créatures numériques qui rentrent en compétition avec le vivant. Est-ce que finalement, déjà, premièrement, les créatures numériques, c'est pas nous qui rentrons en compétition avec elles, et est-ce que ce n'est pas trop considéré un outil? Est-ce que c'est pas trop considéré un outil? Je pense qu'on fait partie du vivant biologique et que ces créatures artificielles sont en compétition avec nous aussi bien qu'avec le reste du vivant. Je pense qu'il y a un philosophe très intéressant, je n'ai pas fait référence à des philosophes jusqu'à présent, je vais le faire quand même un petit peu ici une fois. C'est un philosophe allemand, Günther Anders, qui est précisément un des rares qui se soit vraiment posé des questions sur la bombe atomique et sur ce que ça signifiait pour notre culture. Et l'une des conclusions à laquelle est arrivé Anders, un des philosophes les plus intéressants du XXe siècle, qui a toujours refusé d'avoir un poste à l'université, c'était que l'un des problèmes majeurs que nous avions avec ces technologies, c'était notre manque d'imagination. Et je pense qu'avec ces mondes artificiels, avec ces créatures ou ces agents artificiels qui sont en train de se développer et d'acquérir une certaine autonomie, nous sommes un peu à court d'imagination pour comprendre ce qui est en train de se passer. Alors, je crois que ça y est, l'heure est passée, on doit rendre l'amphi. Je suis désolé, merci à vous tous pour vos questions.